pense que je n'aurai pas l'éloquence des avocats et des magistrats qui sont grandement rassemblés ici aujourd'hui. J'ai dit au ministre de la Culture qui était là tout de suite, mais qui est magistrat, que je constate seulement que la famille judiciaire s'est passé les mots les uns des autres et au grand complet. Les politiques, les juristes, la société civile, en un mot, tout ce qui concerne les questions de droit. Donc l'éloquence ne sera pas celle à quoi vous êtes habitués, mais tout juste pour exprimer des idées. Veuillez donc m'en excuser. La deuxième chose, c'est qu'il est possible qu'il y ait des interruptions dans mon discours pour les raisons que vous savez. C'est pour solliciter votre indulgence. Monsieur le ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les chefs des juridictions et parquets, le bâtonnier les a tous tissés ici un à un, je m'associe à cette épellation. Monsieur le Président de l'Ordre des notaires du Mali, Monsieur le Président de l'Ordre des huissiers commissaires de justice du Mali, distingués invités, Mesdames, Messieurs, j'ai un grand plaisir d'être avec vous ce matin et prendre la parole à l'occasion de la cérémonie marquant l'ouverture du forum portant sur les états généraux du barreau malien, organisé par l'Ordre des avocats. Je voudrais, au nom de son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, à mon nom propre et à celui de tout le gouvernement, remercier l'Ordre des avocats du Mali de cette initiative consistant à regrouper l'ensemble des membres de la corporation pour un examen sans complaisance de l'état de la profession afin de tirer les enseignements permettant de donner les meilleures orientations possibles pour le présent et l'avenir de la profession avocat. Mesdames et Messieurs, chers participants, vos travaux seront animés par d'éminents spécialistes des questions liées à la distribution de la justice dans notre pays en général et à l'exercice de la profession d'avocat en particulier, permettant d'atteindre, j'en suis sûr, des résultats dont l'exploitation serait fructueuse pour l'ensemble de l'institution judiciaire. Aussi, voudrais-je souligner que la tenue du présent forum est l'expression de la prise de conscience professionnelle, car il constitue incontestablement un précieux espace de critique et d'autocritique de la profession. C'est pour cela que je m'étais engagé personnellement, à la suite de l'audience que j'ai bien voulu accorder à vos collègues, d'être là pour vous soutenir. Par la même occasion, l'Ordre des avocats du Mali trace la voie à suivre aux professions libérales, aux autres acteurs judiciaires pour s'inscrire dans la dynamique du changement qualitatif abordé par les autorités de la transition pour l'édification des Mali nouveaux depuis la rectification de la transition, dont l'acte de naissance officielle vient d'être signé par le président de la transition le samedi 22 juillet 2023 en promulguant la constitution de la 4e République issue du référendum du 18 juin 2023, lui-même exigence majeure du peuple malien pendant les assises nationales de la refondation. Distingués invités, le présent forum sur les états généraux du barreau du Mali se tient dans un contexte marqué par la refondation de l'État, conformément, comme je l'ai dit tantôt, aux résolutions et aux conclusions des assises. L'émergence d'une justice moderne, crédible et efficace,
en laquelle les citoyens font confiance passe inéluctablement par des réformes et des innovations, mais aussi par le changement qualitatif de comportement des acteurs de la justice dans tous les segments. Afin d'atteindre cet objectif, il est du devoir de chaque corporation d'engager des mesures nécessaires avec le soutien du département de la justice. C'est ainsi que ce forum de l'ordre des avocats mérite tous les encouragements des plus hautes autorités du pays. En effet, la loi du 13 octobre 1994 portant organisation de la profession d'avocat et le règlement intérieur de l'ordre des avocats du 17 juillet 1995, après un quart de siècle de pratique, mérite d'être réexaminé pour extirper les insuffisances, les incohérences et les anachronismes. En plus de ces textes nationaux qui régissent la profession, il y a lieu de citer le règlement numéro 05 UEMOA de la profession d'avocat qui est rentré en vigueur en 2014. En vue de hisser notre système judiciaire au niveau des standards communautaires régionaux, l'ordre des avocats, comme toutes les autres professions judiciaires, ne peuvent faire l'économie d'une réflexion sur les évolutions devenues nécessaires. Les défis à relever en réponse à cette situation conduisent à se donner une feuille de route déterminant les indications claires quant aux objectifs à atteindre et aux actions à entreprendre. À ce titre, mesdames et messieurs, ce forum se fixe deux objectifs majeurs, à savoir faire l'état des lieux de l'évolution de la profession d'avocat au Mali. Deuxièmement, réfléchir à l'avenir de la profession d'avocat au Mali dans un contexte de régionalisation et de communautarisation des règles de fonctionnement propres à la profession de notre système judiciaire avec une standardisation consécutive à la globalisation. Mesdames et messieurs, il est heureux de constater que les thématiques qui seront soumises à la réflexion du forum englobent l'ensemble des préoccupations majeures actuelles et portent sur les points ci-après. 1. L'historique du barreau du Mali. 2. Les principes essentiels de la profession d'avocat. 3. La justice et la corruption. Et 4. L'état des lieux et les perspectives. Les échanges autour de ces thèmes, mesdames et messieurs, permettront au barreau de faire l'introspection en questionnant son passé, la déontologie de la profession, les difficultés d'exercice du métier et les perspectives. Vos travaux aboutiront indubitablement à des recommandations pour l'avenir de la profession. C'est dire tout l'intérêt que nous attachons à cette rencontre, qui se veut à la fois un espace d'échange sur toutes les dimensions de la profession d'avocat, un moment de capitalisation des expertises et de partage des expériences, mais aussi et surtout de réflexion aux fins de proposer des solutions holistiques cohérentes, inclusives, efficientes et efficaces. Au regard de la qualité des personnes présentes à cette rencontre, nous fondons l'espoir d'aboutir à des recommandations pertinentes et réalistes permettant la mise en œuvre d'actions concrètes à court, moyen et long terme pour le devenir de la profession d'avocat. Mesdames et messieurs, je disais que compte tenu de la qualité de l'auditoire aujourd'hui, une grande partie de la crème de l'intelligentsia malienne, je voudrais m'attarder sur quelques questions spécifiques qui ne sont pas dans le discours programmé, mais qui ont trait à l'actualité nationale.
Parce que vous êtes en quelque sorte, sans le dire, les porte-parole d'une bonne partie des populations. Ce qu'elles sentent, ce qu'elles vivent, ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas, sont dits, traités dans les couloirs de la justice, d'une façon ou d'une autre. Un État, je l'ai toujours dit, c'est la force et le droit, les deux en même temps. La force pour empêcher que n'importe quel individu, n'importe quel groupe d'individus, n'importe quel État s'impose aux autres citoyens par son unique volonté, sans considération de la loi. Le droit pour défendre les populations et surtout les plus faibles. C'est pour cela que souvent, je dis au ministre que tout État, tout gouvernement qui s'installe, tout pouvoir politique qui s'installe, a besoin pour son existence d'un certain nombre de fonctions. C'est les agents des forces armées de sécurité, les hommes de la justice, entre autres, pour son fonctionnement. Aucun pouvoir ne vient dissoudre la justice ou dissoudre l'armée. Il y en a qui peuvent avoir des techniques pour les affaiblir, mais pas les dissoudre. J'ai dit ici, mesdames et messieurs, plusieurs fois, que la transition malienne est issue de la volonté de Dieu et du peuple malien. Et que toute personne, physique ou morale, qui tente de l'entraver sera forcément bloquée par le Tout-Puissant. Il sera forcément bloqué par le peuple malien. C'est pour cela que depuis la rectification, nous avons adopté une méthode dont nous ne départirons pas jusqu'à la fin. C'est quoi? D'abord, nous tenons à dire partout tout ce que nous faisons et ce que nous disons au peuple malien. Il est arrivé que des délégations étrangères nous disent qu'elles ne veulent pas être filmées dans ce qu'elles disent. Je leur dis qu'on va couper la porte en deux. En ce qui nous concerne, tout ce que nous disons et faisons au nom des Maliens, nous voulons que les citoyens lambda l'entendent, pas qu'on lui rapporte. C'est pour cela que vous voyez la plupart des interventions avec les délégations étrangères sont en deux parties. Il y a l'intervention du chef du gouvernement, du Premier ministre, qui est diffusée en direct pour qu'il n'y ait pas d'interprétation. Ensuite, le reste des débats à huis clos. Parce que dans notre pays, les gens sont très forts en interprétation. Donc pour qu'il n'y ait pas d'interprétation, je préfère dire directement et que tout le monde entende, quitte à ce que chacun interprète à sa façon. Beaucoup l'ont vu souvent. Deuxième chose, nous avons toujours joué le rôle que Dieu, les Maliens et le peuple et le président de la transition nous ont confié. Vous savez, le travail que nous faisons, c'est comme construire une maison. Le président, c'est l'architecte. C'est lui qui définit ce que nous voulons, les grandes orientations. Le Premier ministre, c'est l'ingénieur de construction. C'est lui qui bâtit la maison. Il contrôle et il suit ce qui se fait. Les ministres, ce sont les maçons qui construisent, qui s'usent au pas à pas. Et le peuple, c'est les ouvriers. Une fois que le travail est fini, c'est lui qui l'apprécie. C'est comme ça que nous travaillons. C'est notre conception du travail du Premier ministre. Ce n'est pas un intrigant qui vient faire des jeux juste pour conserver le pouvoir. Parce qu'il y a deux façons de faire. On peut travailler à construire. On peut aussi travailler uniquement à conserver le pouvoir. Mais à la fin, il n'y a rien. Nous ne voulons pas de cette méthode. Nous voulons travailler à construire et que tout le monde puisse montrer cette maison-là à toutes les étapes de l'histoire de notre pays. La deuxième chose,
c'est d'expliquer, de justifier et si nécessaire de défendre le président de la transition, le chef de l'État. Il ne parle pas. Il faut bien que quelqu'un explique et défende ses positions. Je vous donne un exemple. Lorsque des citoyens d'un pays donné ont choisi le jour de la Tabaski, où tout le monde est en train de manger la viande, est très content, pour nous surprendre, avec des gens qui n'ont pas été invités. Vous savez de quoi je parle. Mais après, quand nous avons cherché à comprendre, tout le monde a dit qu'il n'était pas au courant. Les chefs d'État, les ministères de la Défense, les services de renseignement. Mais après, l'objectif de ces dénégations, c'était de nous prendre pour des gens qui agissent comme ça. Mais ce jour-là, moi, je n'ai pas demandé la permission du président. J'ai dit aux Maliens la vérité. Le président ne veut pas parler. Mais j'ai dit aux Maliens que le président a téléphoné à ses homologues. Notre ministre de la Défense a téléphoné et celui des renseignements. Et ils ne disent rien, mais moi je sais, il fallait que les Maliens le savent, que le monde entier le sache, pour qu'on ne vienne pas faire passer notre président pour quelqu'un qui agit comme ça. Mais si je ne l'avais pas dit, on allait croire à leur version. Mais quand nous l'avons dit, il y a des gens qui se sont mis à nous insulter dans les médias, mais ce n'est pas important. Pour nous, le peuple a su ce qui s'est passé. Plus les autres manipulations, vous avez suivi. Mais en fait, en tant que frères africains, nous nous sommes assis, on a parlé, on a trouvé une solution à notre problème. Ce qu'on aurait dû faire dès le début. C'est un exemple de ce que j'appelle la défense et l'illustration des positions officielles et celles du président de la transition. Chacun interprétera cela comme il veut, mais c'est la conception que nous nous faisons du rôle du Premier ministre. Vous vous rappelez aussi, quand il y a eu les assises nationales de la refondation, il y a des groupes sociaux et politiques qui ont dit que ce n'est pas leurs assises. Elles ne sont pas concernées. Elles ne viendront pas. Il y en a même qui les ont définies les assises de Choguel. Mais quand les Maliens les ont bien préparées, en concertation avec le président de la transition, chef de l'État, qui est le père, censé être le père de tous les Maliens, parce que le Premier ministre, certains remettaient en cause la légitimité même pour lui de se permettre d'appeler les gens, le président a appelé tous les enfants du pays pour dire allons-y aux assises pour que chacun dise ce qui ne va pas dans le Mali, pour qu'on le redresse. Malgré 2 rencontres du président, certains ne sont pas venus. Ils ont refusé. Mais après, ils ont dit dans l'opinion que le Premier ministre a refusé de les recevoir. Je n'ai pas jugé utile de répondre à ça. Je dirais le moment viendra, parce qu'il y a les lettres. C'est un exemple. Le président s'implique souvent pour aider le Premier ministre, mais quelqu'un qui ne veut pas voir, rien ne peut l'empêcher, rien ne va le faire dire qu'il a vu. Donc, c'est des pratiques que nous avons vécues ici. Et donc, c'est important que les Maliens savent. La deuxième chose que nous avons fait, c'est que malgré la complexité de la situation, nous ne nous empêchons jamais de nous poser les bonnes questions. Parce que si vous ne posez pas les bonnes questions, les manipulateurs peuvent vous embrouiller. Or, dans notre pays, il y a une classe de personnes qui ont vécu, survécu grâce à la manipulation. Ils viennent dire des choses auxquelles les citoyens croient, pour lesquelles ils n'ont aucune preuve. Parce qu'en général, on est habitué à salir les personnalités. Au Mali, les gens les plus vertueux se taisent, les plus arrogants, les plus effrontés, les plus indisciplinés, en violation de toutes nos règles sociales, s'attaquent à des personnalités qui préfèrent garder le silence. Eh bien, nous avons décidé, dès notre prise de fonction, que devant toute question qui se pose, nous faisons la part entre l'essentiel et l'accessoire. C'est comme quand vous avez faim,
Vous venez, vous avez l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Et vous avez très peu de temps. Pour tenir, qu'est-ce que vous faites? Nous avons décidé de manger d'abord le plat de résistance. Si on a le temps, on prend les autres. Parce que c'est lui qui nous permettra de tenir loin. C'est ce que j'appelle la question fondamentale, qu'il ne faut pas confondre avec les autres aliments, pour ainsi dire. D'ailleurs, les marxistes diront faire la part entre la contradiction principale et les contradictions secondaires. Dans notre pays, souvent c'est les contradictions secondaires qui priment dans l'opinion à cause de la manipulation ou de certaines intentions cachées. Nous n'avons que faire. Nous avons décidé de donner à chaque moment la vraie version aux Maliens qui ont l'intelligence nécessaire de faire leur religion. La deuxième question qu'on se pose, à qui profite le crime d'après les juristes que vous êtes? Il y a beaucoup de scénarios, mais à qui ça profite? Cette question, si on ne se la pose pas, on va directement se tromper. Un exemple, je vous donne. En 2021, le 11 novembre, j'ai réuni les chefs traditionnels de par l'ensemble du territoire malien. Dans un long discours, il y a une phrase où j'ai dit qu'on a présenté la démocratie, sous-entendu au monde entier, aux Africains, dans les années 90, comme une panacée. Mais que 30 ans après, qu'est-ce qu'on constate? Les États sont détruits, les écoles sont détruites, il y a l'anarchie. La seule chose qui prospère, indiscutablement, c'est le nombre de partis politiques. Ils sont allés de 2 à 3 à 4, on est à 300 aujourd'hui. Donc je crois 50 à 100 créés depuis la transition. Ça a été dit le 11 novembre. C'est tellement évident qu'on n'a rien trouvé à redire. En fin novembre, le président de la transition reçoit les différents partis politiques et mouvements et associations. Dans cet ordre d'idée, il reçoit une délégation d'IM5. À cette occasion, il a félicité le Premier ministre. Il a demandé aux autres de l'aider dans le travail pour que la transition réussisse. Or, il semblerait qu'il avait été dit quelque part que ce gouvernement aura 3 mois et quelques mois de survie, notamment le Premier ministre. Donc, avec cette félicitation du Premier ministre, du président de la transition, certains se sont dit, mais ces messieurs-là risquent de durer, occupons-nous de lui. Donc, en fin novembre, des gens sont sortis pour viser le Premier ministre, qui sur le front, qui dans le dos, qui à l'oreille, mais tous disent une chose, le Premier ministre est en train d'insulter le mouvement démocratique. Donc des gens du M5, des associations, des partis, toutes sortes d'adversaires du Premier ministre. Tout le monde s'est donné à cœur joie à tirer à boulet rouge, pourvu qu'il tombe. Et beaucoup de Maliens ont cru. Moi, je n'ai pas parlé de cette période-là, parce que je voyais très clairement qu'est-ce qu'ils cherchaient. Faire tomber le Premier ministre, c'était ça le problème principal chez eux. C'est comme je disais tantôt, à qui profite le crime, il fallait le faire tomber. Heureusement que le gouvernement, le président a laissé ces messieurs-là dire ce qu'ils veulent. Et on est là depuis 2 ans. Et les Maliens, globalement, sont satisfaits du travail. La deuxième chose, c'est le remaniement ministériel récent qui a eu lieu. Je dirais même le réaménagement, où beaucoup de gens du M5 sont sortis. Ou disons tous les gens du M5 à part 2. Donc dans l'opinion, politiquement, ça révolte. Donc le Premier ministre,
on veut l'isoler, il a trahi sa base, on veut le déshabiller. Mais beaucoup de gens ont cru. Dans les jeux politiques, effectivement, ça peut être vrai. Mais moi, je ne suis pas naïf. Je me pose toujours la question. Quelle est la contradiction principale? Elle est la suivante. Avant le départ de l'ancien président, est-ce qu'on avait cherché à être ministre? En tout cas, personne ne l'avait dit. Par contre, on avait dit le départ du président. Il est parti. On tuait des villages entiers. Des camps étaient rasés. On disait qu'il fallait mettre fin à ça. C'est terminé. Et je touche du bois, ça ne reviendra plus. D'ici 1 ou 2 ans, je pense que notre pays et les citoyens recouvreront plus de liberté qu'aujourd'hui. Deuxième, troisième chose, réforme institutionnelle et politique. Le président, avec l'aide de tous les Maliens, sous la conduite de l'EJ et du ministre d'État, on venait de voter la nouvelle constitution. La constitution, c'est la mère des réformes, la constitution de la 4e République. Troisième. Quatrième demande, les assises nationales de la refondation. Elles se sont tenues. Aujourd'hui, c'est le référentiel politique. Tout ce que le président fait, il dit que c'est les assises qui l'ont demandé. 5. On a demandé un organe unique pour la gestion des élections, pour minimiser les risques de contestation. Les contestations existeront toujours, mais il faut minimiser ces risques pour qu'ils ne remettent pas en cause le régime. L'application, nous avons ajouté intelligent de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Mais est-ce que par rapport à ces objectifs, quelqu'un peut dire aujourd'hui que la transition n'a pas avancé ou Assimi Goïta a tourné les dos? Je dis non. Mais quand on regarde les personnes, les individus, les places, les ministères, effectivement, il y a beaucoup de questions que les Maliens se posent. Que les M5 se posent. Mais j'ai dit à mes amis, on s'est compris, qu'il faut rester chevillé aux résolutions de la contradiction principale. Ce que je viens de vous citer. Vous voyez, Mali codé. Le reste, Mogo code d'eau. Nebe Mali codé là. Vous savez, les hommes font beaucoup de calculs. Ils ont leur agenda. Mais il n'y a que l'agenda de Dieu qui est immuable. Et la solution, c'est de faire toujours le travail pour lequel on est venu. Il y a 4 ans, personne ne pensait que Assimi Goïta allait être chef de l'État. Si on disait à certains, ils vont dire qu'ils donneront la main à couper, d'autres vont dire même je donne ma tête à couper. Ce monsieur ne deviendra jamais Premier ministre du Mali. Et ça, c'était leur agenda. L'agenda de Dieu a fait qu'on est là aujourd'hui. Quand on a fait le M5, il y en a qui ont pensé qu'en quittant le M5, c'est fini. Le M5, c'est un esprit. Toute personne qui quitte, il quitte avec sa personne. L'esprit M5 a pris tout le Mali, parce que c'est l'esprit du changement pour la refondation du Mali. Les Maliens veulent le changement. Donc ce n'est pas une question d'individu. Ça, c'est ce que je voudrais que beaucoup comprennent. Depuis le 18 août, du 5 juin au 18 août, tout ce que les Maliens ont demandé, depuis que ce gouvernement de la rectification s'est installé, nous sommes attachés à réaliser cela. Bien sûr, comme toute œuvre humaine, il y a des insuffisances. Et nos camarades nous critiquent, on essaie de nous corriger et avancer. Maintenant, depuis que nous sommes installés, l'autre contradiction principale, vous allez remarquer, avant l'installation du Premier ministre,
depuis son installation, un objectif, le faire tomber. En quoi faisant? En créant des désaccords avec le président de la transition, avec ce qu'on appelait les 5 colonels, avec l'armée, avec les Maliens. Heureusement, ces attaques, les Maliens les ont pris à leur juste valeur. Il y a des gens qui sont dans des institutions, qui sont allés sur la télévision, dire que s'il se prémisse à une once de dignité, il doit démissionner. Un membre d'une institution. La journaliste était même mal à l'aise. Après que le président ait promulgué une loi, il n'y a plus de débat. Le M5 était très remonté parce que toutes ces revendications étaient balayées. Or, cette loi est venue des assises des forces vives. Arrivé sur notre table, nous avons dit au ministre, ne changez pas une virgule. Transmettez-le comme tel au gouvernement. On l'a adopté, on l'a amené au CNT. Mais là-bas, on a tout dit. Mais après ça, le M5 était dans tous ces états. J'ai réuni les collègues. Voici ce que je leur ai dit. J'ai dit, vous savez, un pays, c'est comme une famille. Quand le chef de famille prend une décision, même les enfants qui ne sont pas d'accord, pour le respect de son autorité, de la famille, parce qu'il gère des considérations stratégiques qu'on ne voit pas, ces fils-là acceptent. Vous êtes des fils du Mali. Le président a promulgué la loi, il n'y a plus de débat. Contre mauvaise fortune, ils ont fait bon cœur, ils ont accepté par respect pour le président de la transition. La même chose. Mais après sa promulgation, comme je vous ai dit, on a entendu tout. Les attaques tous azimuts contre des partis, des individus, des mouvements, contre le Premier ministre, avec un objectif. On l'attaque frontalement, on l'insulte, on le dénigre, on l'énerve pour porter atteinte à son autorité, qu'il s'énerve et qu'il démissionne. Pour que le peuple dise qu'il a fui les difficultés. Vous savez, les démissions peuvent avoir diverses natures au Mali. Souvent, quand on ne peut pas tenir face aux difficultés, on démissionne. Certains disent, oui, elle démissionnera. Mais souvent, c'est un manque de courage. On peut démissionner parce qu'on est en contradiction de fond avec ce qui se passe. Nous l'avons fait en 2016. Nous avons dit que dans l'application de l'accord, on est en train de cacher beaucoup de choses aux ministres. On va jusqu'à l'ONU avec des documents que le gouvernement n'a pas vus. Aucun ministre, sauf un et le Premier ministre. J'ai dit à ce ministre-là, vous avez trompé la confiance du président. Ça, c'est fondamental. Ce n'est pas une démission avec fracas. C'est dire, je ne suis plus d'accord, changez si ça ne va pas. Je vous donne des exemples pour que vous compreniez. Donc, dans cette logique-là, il y a ce que j'appelle les ignares triomphants. Ça, c'est des gens qui se réveillent à midi ou 11h, alors que l'heure de travail, c'est 7h30. Ils viennent dire que ceux qui se sont réveillés à 7h30, là, qui se sont réveillés trop tôt. Des gens qui n'ont jamais lu un livre. Mais parce qu'ils sont dans des positions institutionnelles, ils attaquent tout le monde. Heureusement, ils interprètent... Non, le mot ignare triomphant, ce n'est pas une insulte, hein. C'est dans la littérature. Ceux qui lisent Senghor le savent. Donc il ne faut pas qu'on croie que j'insulte les gens. Moi, je ne suis pas dans ça. Les ignares triomphants, c'est les gens qui croient qu'ils connaissent tout, alors qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Mais il y en a beaucoup au Mali. Donc, lorsque j'ai parlé 2 fois, lorsque j'ai parlé à 2 occasions, le mardi 11 juillet
et le jeudi 13 juillet, devant les membres du sincère ANR et réunis devant le nouveau gouvernement et au séminaire gouvernemental devant tous les ministres, voici ce que je leur ai dit. Nous avons passé un temps à nous battre, à restituer au peuple son honneur et sa dignité, à recouvrer notre souveraineté, à avoir une armée. Nous l'avons fait. À faire entendre notre voix qui sonne dans le concert des nations. C'est fait. Ne dormons pas sur les lauriers. Occupons-nous des questions de développement économique et social. Parce que si on l'oublie, moi je connais l'histoire. Tous ces pays qui nous donnent des leçons là, je connais leur histoire. Mais il y a chez nous, les gens qui lisent des citations, des bouts de phrases dans des livres, ils viennent nous impressionner pour dire qu'ils sont cultivés. Et les Maliens, avec Toubabouka Fodé. Mais ce n'est pas ça qui développe un pays. Vous savez, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le pays qui est l'exemple de tout le monde, la France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont installé ce qu'on appelle un gouvernement provisoire. Dans la nouvelle littérature, on dirait gouvernement de transition. Il avait 4 missions. Premièrement, finaliser la libération du pays, parce qu'il y a des poches de fascistes en France. Il nous reste à finaliser la libération du Mali en chassant tous les terroristes. Ça, c'est le Mali. Leur deuxième tâche du gouvernement provisoire, 1945, après 1945, approvisionner la population en denrées de première nécessité. Ce n'est pas de ça que j'ai parlé. Si une population qui a faim, même si vous la libérez, elle est libre, après elle cherche à manger. Si vous ne pouvez pas lui donner à manger, il va dire que la liberté ne lui suffit plus. Il va vous chasser. Qu'est-ce que j'ai dit? Troisième chose, développement économique et social. Construire les infrastructures pour que les Français puissent aller et revenir, pour que le pays se développe. C'est pas ce que j'ai dit. Quatrième chose, définir les relations avec les colonies. C'est ça les tâches du gouvernement provisoire français après 1945. On l'appelait aujourd'hui gouvernement de transition. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal que le Premier ministre, devant le nouveau gouvernement, fixe ou dise les nouvelles orientations de son gouvernement? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais il s'est trouvé les personnes que j'ai qualifiées tantôt, certains ont pensé que c'est une injure, j'ai dit les ignares triomphants, qui sont allés se répandre dans tous les plateaux. Ah oui, le président a trahi, le Premier ministre a trahi le président, il a trahi l'armée, il veut se défausser, il y a ceci, il y a cela. Heureusement que le président de la transition, dans son désormais historique voyage à Caille, leur a porté un coup fatal et cinglant. Cette visite, vous vous rappelez, elle s'est déroulée le dimanche 23 juillet. Et là-bas, le président a été inauguré un lycée, fait les routes, des centres de santé. Mais ce n'est pas le développement économique et social. Quelle différence il y a entre ça et ce que le Premier ministre a dit quelques jours avant, qui a fait bouillonner tout le Mali? Parce qu'il y a des manipulateurs patentés et chevronnés au Mali, qui vivent de ça depuis des années. Un dirigeant, on le menace, on le calomnie, on l'intimide, il vous appelle, il vous donne de l'argent, vous vous taisez. Ça, c'est terminé avec moi, en tout cas, et le président Gouta. C'est les qualités intrinsèques des citoyens, ta valeur intellectuelle, physique, morale, et non pas la force de ton vocal pour menacer ou insulter les gens. Personne, sauf Dieu et le peuple, ne nous intimidera. Nous allons continuer tout droit au but. On ne virera pas. S'ils attendent au tournant là, ils ne nous verront pas au tournant. Parce que nous partons tout droit.
Je termine par mon dernier point. Mon dernier point, c'est que depuis quelques jours, nous entendons parler des fameuses sanctions contre notre brave ministre de la Défense et des officiers de l'armée de l'air. Je le dis tout souvent, l'armée de l'air, vous êtes la fierté du Mali. Même hier soir, le président est parti à l'extérieur. C'est des pilotes de l'armée de l'air, c'est des militaires de l'armée de l'air qui conduisent l'avion. Avant, c'était des étrangers, même pour donner à boire, c'est des étrangers. Aujourd'hui, c'est des Maliens. Et le pilote et le ministre de la Défense font partie de ce groupe, plus d'autres. On nous a dit, oui, on va les sanctionner, geler leur avoir. Est-ce qu'ils ont des avoirs là-bas? Assimi Goïta est entre Kati et Koulouba. Où sont ses avoirs? Il a demandé à aller chez qui? Mais ils sont habités une catégorie de cadres. Quand on leur dit que vous n'aurez pas de visa, ils meurent. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ont mis tellement d'argent que quand on dit que les comptes sont fermés, ils meurent. Ce n'est pas le cas de ceux, en tout cas, avec qui je travaille. J'ai dit ici, il y a quelques semaines, quand on a parlé des sanctions contre des officiers qui sont au CNT, j'ai dit que c'est un béret rouge, il est au CNT. Qu'est-ce qu'il a à voir avec Moura? L'autre, c'est le plus proche du président de la transition. Mais on a dit oui, ils ont tué les 10% de la population de Moura en quelques heures. On a mis des satellites, je ne sais sur quelle orbite, on les a vus, on les a filmés, on a mis dans un rapport que je ne qualifierai pas, qui a été bien attaqué à Genève avec des missiles foudroyants par le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, que le rapport a disparu à Genève pour la réapparaître à New York. On a dit qu'on sanctionne 2 officiers. J'avais dit en ce moment qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a une bataille géopolitique, géostratégique dans laquelle on veut mettre le Mali. Nous, nous ne voulons pas être dans une bataille qui n'est pas la nôtre. Nous voulons que notre population survive et en paix. La Russie peut elle-même se défendre. Ce n'est pas la peine de nous mêler dans la guerre russo-ukrainienne. Nous avons donné notre avis, ça suffit. Les batailles, les Africains font des dizaines d'années, ils demandent 2 milliards, on dit qu'il n'y en a pas. On va en Ukraine, on donne des centaines de milliards en quelques mois. Les Africains comprennent. C'est pourquoi je dis à certains ambassadeurs que le coefficient intellectuel de ceux qui sont à la tête du Mali et des Maliens sont largement supérieurs à la moyenne à laquelle ils étaient habitués. Je l'ai dit à des ambassadeurs, parce qu'on mélange les choses, on croit que les Africains ne comprennent. On est en train de nous tuer, on demande 2 milliards de dollars, on dit qu'il n'y a pas d'argent, et on donne 100 milliards en quelques mois ailleurs, et on veut aller nous mêler dans cette affaire-là. Et qu'est-ce que nous avons à voir là-dedans? Mais la technique, on isole ces 2 officiers, on les salit. C'est comme quand les fauves chassent en meute. Ils voient le troupeau, ils isolent 1 ou 2 proies, ils les abattent. Quand c'est fini, ils s'occupent des autres. Ils croient qu'ils les ont abattus. Je leur ai dit qu'ils ne les abattront jamais parce que nous n'abandonnerons jamais nos officiers et notre armée. Maintenant, pour nous faire peur davantage, ils disent qu'ils vont s'attaquer, cette fois-ci, à l'un des plus valeureux, le ministre de la Défense. Vous savez, moi je travaille avec le président de la transition, surtout, et quelquefois avec le ministre de la Défense, comme tous les ministres. Je vous dis clairement que tous les actes qu'il pose, c'est au nom du gouvernement et du peuple malien. Donc venir l'isoler pour aller l'abattre, là, ça ne marchera pas. Quand je suis devenu Premier ministre,
Le premier document que j'ai signé, c'est son ordre de mission sur Moscou. Il était là depuis plusieurs semaines. Vous ne pouvez pas aller. Il est allé directement. Dès que je suis venu, le premier papier que j'ai signé, parce que la sécurité des Maliens était la mère des batailles pour le gouvernement malien. Donc on ne peut pas dire que c'est lui seul. C'est le gouvernement et le peuple. La deuxième chose, tout le monde sait que l'une des faiblesses de notre armée, c'est sa capacité d'avoir des vecteurs aériens. Le pays est vaste. Sans vecteurs aériens, on ne peut pas gagner la guerre. On nous a privés de tout. En Délimane, il y a une base financée par la MINUSMA, construite par Barkhane, dans le désert, en Délimane. On fait la base et on oublie, entre guillemets, de faire un forage. Sachant que dans le désert, le premier besoin de l'homme, c'est l'eau avant les autres aliments. Les soldats n'ayant pas d'eau sortent pour aller dans les puits des villages voisins, des hameaux voisins. Les terroristes les guettent, ils les scrutent. Un jour, ils tombent sur eux, ils les assassinent tous. Des bargons d'eau, des barriques d'eau, à leur place, on met des explosifs. On met les tenues des soldats. On va rentrer dans le camp. Tous les soldats sont morts. Ceux qui ont résisté, ils ont fait 7 heures de temps à se battre. Aucun de nos partenaires n'a osé donner son avion. Ils disent qu'ils ne sont pas venus pour se battre. Celui qui doit donner l'ordre que l'avion amène des renforts a refusé. Tous les soldats sont morts. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une fosse commune, on les a enterrés. On amène quelques sommes, on pleure et la vie continue. À Ogosago, quand on a tué les populations, nous étions dans une délégation du M5 qui a rencontré une délégation venue de l'ONU. Le même jour, plus de 100 morts. Mais sur leur visage, on discutait technique. Nous, on avait les visages fermés parce que pour eux, bon, ce n'était pas le plus important. Certains voulaient que ça continue. Nous avons dit non et non depuis la rectification. Il faut que ça s'arrête. Pour cela, il fallait équiper notre armée. Et les Maliens ont serré leur ceinture. Ils ont abandonné tout. Ils ont eu faim, soif, tout. Aujourd'hui, nous avons l'une des armées les plus puissantes en Afrique au sud du Sahara. Les terroristes aujourd'hui, je l'ai dit en paraphrasant un homme politique français, c'est notre armée qui terrorise les terroristes. Tous leurs camps ont été détruits. Toutes leurs bases logistiques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des petits groupes. Ils tombent sur des villages de 5-6 personnes. Ils tombent sur des cibles molles. Mais qu'ils patientent, que les Maliens patientent. Le gouvernement de la transition, avec le colonel Assimi Goïta à sa tête, chef suprême des armées, et le ministre de la Défense, Sadio Kamara, et ses collègues, Inch'Allah, on va mettre fin à cette situation. Inch'Allah. Donc, on a laissé le... Maintenant, on vient isoler Sadio, le chef d'état-major de l'armée de l'air, et un autre. Mais la bête noire des terroristes, c'est l'armée de l'air. C'est elle qui a de les bombarder. Vous voyez, chaque 2 jours, 10 morts, 20 morts. Partout, ils ont des bases là, on ne peut pas les détruire. Ils vont se cacher sous un arbre. Le drone les pulvérise là-bas. C'est ce qui se passe. Les drones armés, qui les a en Afrique au sud du Sahara? C'est le Mali. Lorsque le président de la transition et le ministre de la Défense ont fait les démarches au nom du gouvernement. Et il y a des pays qui ont écrit dans leurs journaux qu'on va attendre 2 ans pour les avoir, mais on a les a eu en 3 mois. Ça, c'est la diplomatie. C'est dont on a parlé quelques jours avant. Diplomatie, défense et le développement. C'est pourquoi en parlant en technique, souvent, j'ai dit, nous, on évolue en 3D. 3D. Donc, défense, diplomatie,
développement. Celui qui veut la technique va parler des 3D. On fait des images en 3D pour que certains comprennent. On me dit de conclure, mais il est important. Je vais conclure pour ne pas vous ennuyer davantage, pour ceux qui ont des programmes. Et je vous ai dit seulement que cette cabale contre nos militaires est survenue à quelques occasions. D'abord, le premier déboire des terroristes aujourd'hui, c'est l'armée de l'air. La deuxième chose, le peuple malien vient de réussir quelque chose pour lequel on lui avait dit que ce n'était pas possible, la biennale. Quand nous avons décidé de tenir la biennale, parce que les assises l'ont demandé, je ne veux pas parler de la biennale, je parle de pourquoi on l'a tenue, parce que les assises l'ont demandé. Depuis 1991, on avait supprimé la biennale. On a essayé de rétablir sous un autre nom, ça pas mal. Les Maliens ont dit qu'ils veulent la biennale. Le président a dit de tenir la biennale. Mopti a eu 3 mois pour faire ce que les autres villes faisaient en 2 ans. Le peuple s'est mobilisé, il s'est sacrifié. On a trouvé les moyens moraux, matériels et militaires. La biennale s'est tenue sans encombre dans l'épicentre du terrorisme à Mopti. Le Mali vient de le réussir. C'était une prouesse. Le Mali vient de signer l'acte de naissance du Malikoura le 22 juillet par le président. Une demande des assises. Le président vient de faire un voyage historique à Caille qui va donner un élan à notre pays pour s'occuper des questions de développement économique et social, les routes, les écoles, les centres de santé. Le gouvernement est en train de travailler à une stratégie d'expansion de l'État partout où les forces internationales vont quitter, depuis Aguelhok jusqu'ici, y compris pour les projets économiques et sociaux. Une commission est en train de rencontrer tous les jours les dirigeants qui quittent dans les zones d'occupation. Qu'est-ce que nous devons faire pour les jeunes, pour les femmes, pour que les Maliens sachent et que le monde sache que les Maliens peuvent eux-mêmes, pour eux-mêmes, se développer sans attendre une aide de l'extérieur. Au même moment, vous savez que notre président, il est parti hier, un voyage historique, depuis plus de 30 ans. On n'a pas eu un voyage aussi riche que celui qui va se faire aujourd'hui. Et hier, j'ai un peu chahuté avec les ministres, j'ai dit au président, il a souri. J'ai dit, j'espère que vous allez venir avec des valises bien remplies de tout ce dont les Maliens ont besoin. Parce que nous avons tout préparé. Nos techniciens sont là-bas depuis des semaines. Tout ce qui est là, on va le formaliser. Nous avons fait des choix. Nous avons atteint le point de non-retour. Celui qui quitte le bateau, il va se noyer. J'ai dit que le bateau, le train là, il est l'heure pour qu'il démarre. Celui qui veut, il rentre dans le train, il discute. S'il n'est pas d'accord, il descend. Mais s'il attend, le train va partir le laisser. Et tant pis pour lui. Et enfin, mesdames et messieurs, vous avez nos amis de la CEDEAO qui prennent un embargo qui n'a pas de sens. Même pendant la guerre mondiale, les présidents des pays se rencontrent. Les ministres des Affaires étrangères se rencontrent. La CEDEAO prend un embargo total sur le Mali. Notre président, notre ministre des Affaires ne peut pas voyager. Et puis ils veulent venir chez nous. Mais pourquoi faire? Si le président ne peut pas bouger, son ministre ne peut pas bouger, vous ne voulez pas parler avec eux. Et pourquoi? Qui va vous donner l'autorisation de survol pour arriver chez eux? C'est une question bizarre. Nous demandons qui sont les spécialistes qui leur conseillent ça. C'est du jamais vu dans l'histoire. Un président et ministre des Affaires étrangères qu'on sanctionne, qui ne peut pas se déplacer. Mais avec qui vous allez parler? Beaucoup n'ont pas perçu ça. Ils disent, mais on voulait aller au Mali, on a refusé. Mais si on ne peut pas aller chez vous, pourquoi vous venez chez nous?
Et enfin, je vais vous faire rire. Vous savez, Mountaga qui est un politique, il est en train de sourire. Il s'est dit, mais ça c'est le monsieur qui passe tout son temps dans nos réunions à parler. On lui dit d'arrêter souvent, il continue seulement. Et je termine. Il y a deux choses que je vais vous dire avant de terminer. Vous savez, quand nos partenaires ont dit qu'ils vont sanctionner nos militaires, est-ce que vous savez, l'un des premiers qui a protesté, c'est un conseiller de Bill Clinton. Elle s'appelle Dr. Ali Mack. Elle a dit que c'est des sanctions disproportionnées et injustes. Elle l'a dit dans le New York Times. Elle dit qu'elle constate seulement que les ONG deviennent plus puissantes que les États. Et c'est des ONG qui ont dit tout ça sur le Mali et que des États endossent. Heureusement que je suis convaincu que les Américains, dans leur majorité, réfléchissent comme celle-là. C'est une sanction injuste. Et en conclusion, maintenant, qu'est-ce que les Maliens doivent faire? Un, il faut qu'on reste vigilant, qu'on reste déterminé, qu'on reste unis pour faire échec à toutes les manœuvres contre les Maliens. Tous les Maliens regardent les gouvernements de transition avec Assimi Goïta à la tête. Toute l'Afrique regarde le Mali. Tout le monde regarde le Mali. Nous avons une responsabilité historique que nous n'avons pas le droit de rater. J'ai dit qu'en Afrique, toutes les grandes causes tombent à l'eau à cause des mesquineries souvent de quelques personnes. Et dans le cas du Mali, avec ces comploteurs invétérés que les Maliens ont découvert, on ne les écoutera plus, quelle que soit l'institution où ils se cachent. Parce qu'on ne perd jamais de vue l'essentiel. Deuxième chose, et ça c'est vraiment la conclusion. Je dis bien, je répète comme notre ministre d'État, je répète encore, et une troisième fois, que sauf Dieu, je dis bien, sauf Dieu et le peuple ne nous détournera des objectifs initiaux de la transition, des intérêts supérieurs du peuple malien souverain qu'il a fixé à travers les assises et des orientations et directives initiaux du président de la transition. C'est ce que je voulais dire aux Maliens. Tous les comploteurs, tous les manipulateurs, là, ils se fatiguent parce que moi j'ai une conscience claire de là où on a quitté, où nous sommes et où nous voit. Comment y aller surtout. Maintenant, mesdames et messieurs, après vous avoir dit ça, je voudrais vous dire qu'avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer, au nom du président de la transition, du gouvernement et de nous-mêmes, nos sincères félicitations au barreau. Inviter les autres corporations du secteur de la justice à lui emboîter le pas. Tout en vous adressant, mesdames et messieurs, mes encouragements pour des échanges enrichissants et fructueux, je déclare ouverts les travaux du forum sur les états généraux du barreau. Que Dieu bénisse le Mali, qu'il apporte la paix, le bonheur et la prospérité. Amen.